Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai eu l'honneur de présider l'atelier 3 qui a été entièrement consacré à l'Afrique. Nous avons entendu dans cet atelier des exposés introductifs de moi-même, de M. Antil, de M. Cheikh Tidiane Gadio, de Mme Elisabeth Guigou, Aminata Touré, Juliette Touakli et de M. Lionel Zissou. Suite à ces exposés introductifs, il y a M. Narayana, ancien conseiller technique du Premier ministre de l'Inde, qui nous a fait un exposé sur l'existence de la Fondation économique Afrique-Inde pour promouvoir l'investissement. Ensuite de cela, il y a eu des débats. Alors, de tous les exposés et des débats qui s'en sont suivis, nous retenons à peu près ce qui suit. D'abord, les participants à l'atelier se sont félicités de ce qu'il y ait eu cette année à la World Policy Conference une table ronde en séance plénière consacrée à l'Afrique. Nous avons essayé d'approfondir des éléments qui ont été exposés à cette table ronde. On a essayé de les approfondir en atelier. La première chose que nous avons soulignée est que dès la proclamation des indépendances sur le continent africain dans les années 1960, un peu avant ou un peu après, les nouveaux États se sont trouvés confrontés à un double défi à relever, celui de construire un État-nation, parce que la plupart des États, presque tous, ont hérité d'une administration coloniale dont le territoire provient de la conférence de Berlin. Alors il faut construire un État-nation et d'une deuxième part, construire un développement socio-économique. Ce qui, à la date d'aujourd'hui, n'est pas réalisé. Des progrès ont été relevés, mais il y a de nombreuses contraintes et des dysfonctionnements dans la gouvernance qui ont également été soulignés par les panélistes et ceux qui ont participé à cet atelier. À un point tel qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est devenue, certes, une terre d'espérance, mais c'est la terre de prédilection du terrorisme et particulièrement dans le Sahel. Nous nous sommes un peu appesantis sur ce terrorisme et il nous est apparu que le terrorisme d'aujourd'hui n'a plus réellement un caractère religieux et que le terrorisme d'aujourd'hui prend appui sur les problèmes internes de chacune de nos nations. Et si l'on examine la situation, par exemple au Burkina Faso, 80% de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme terroristes sont des nationaux. Et ces 80%, eh bien, sont dans une situation de précarité et de révolte réelle qui les rend aptes à se faire recruter par n'importe qui et pour n'importe quel motif parce que l'espérance a disparu à leur niveau. Voilà les facteurs internes qui proviennent de cette précarité de vie de la jeunesse. Cette jeunesse est en proportion énorme aujourd'hui sur le continent africain. C'est un continent jeune. Certes, des progrès ont été faits de telle sorte que le taux de mortalité a diminué, a reculé énormément grâce aux progrès dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et la population demeure quand même plus de 50% une population jeune. C'est un facteur de développement. Mais l'agencement des structures internes, tant au niveau de la gouvernance, n'a pas permis le progrès escompté.
il faut ajouter à cela des facteurs externes. Les facteurs externes qui ont pris au départ l'apparence de religiosité et puis qui se sont transformés dans un trafic international, tant au plan des armes qu'au plan de trafic de tous ordres. L'Afrique est devenue un terrain de refuge de toutes les mafias du monde et le drame est que on constate que certains terroristes sont mieux armés que les armées des États. Et à cela s'ajoute un autre danger, le mercenariat qui a pénétré le territoire. Quand on parle des Wagner ici et là, l'année dernière, nous l'avons souligné rapidement dans l'atelier, nous maintenons que c'est un mercenariat parce qu'il n'appartient à aucune armée officielle. Or, tous les États africains ont ratifié la convention de l'Organisation de l'Unité africaine sur le mercenariat et certains États utilisant Wagner ont ratifié également la convention des Nations Unies sur la même question. C'est des conventions qui ont incriminé le mercenariat. Mais personne n'en dit rien, aucun officiel n'a soulevé cette question. J'ai lu récemment un excellent article d'un juriste sur la question, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Le chômage des jeunes a des liaisons également avec la question foncière. Dans les campagnes, ils n'ont pas, dans certains de nos États, accès au foncier. Et le foncier, au plan général, n'est nulle part stabilisé encore. Or, nous savons que le foncier est une donnée pour attirer aussi l'investissement, parce que personne n'investit dans les nuages en haut, on investit sur le sol. Alors, nous constatons également, il a été relevé dans l'atelier, que les jeunes couvrent de nombreux contentieux. De nombreux contentieux et certains observateurs ont estimé que la jeunesse du continent africain est un peu comme un volcan qui attend le moment approprié pour rentrer en éruption. On en a eu des signes, au Burkina Faso, à Dakar, Balai citoyen, c'est des indices qui sont assez éloquents pour ça. Nous avons estimé que tant que ces contentieux qui couvrent chez les jeunes ne sont pas réglés, vidés, eh bien, le danger du terrorisme va perdurer. Et pour ça, non seulement la question foncière, mais il faut nécessairement qu'il y ait une justice saine, équitable, accessible à tous, ce qui n'est pas souvent le cas sur ce continent. Et la solution est qu'il faut massivement investir sur les jeunes, dans la formation, dans le débouché, mais il faut également investir sur les femmes. C'est un double donnée absolument important. Mais pour investir sur les jeunes et sur les femmes, eh bien, il faut des capitaux. Et il faut nécessairement des garanties de l'investissement pour pouvoir orienter les investissements vers le continent africain. Et c'est en cela que la promotion du secteur privé, sur le continent a été soulignée comme une nécessité. Et l'analyse nous a conduit à déplorer ce que l'un des panélistes, l'un des partisans à l'atelier a appelé la captation de l'État par des dirigeants et que certains autres ont appelé la tendance patrimoniale du pouvoir d'État. Ce qui conduit à tous ces dysfonctionnements qui génèrent des putschs, des coups d'État en tout genre. Rien que dans l'Afrique de l'Ouest, les mois passés, il y a eu
3 putsch, dont un a été putsch dans putsch, un putsch double, et les militaires qui ont pris le pouvoir donnent l'impression de s'éterniser, de ne pas vouloir sortir du putsch et de la transition, alors que des instruments de la CEDEAO, des instruments de l'Organisation de l'Unité africaine, je veux parler au niveau de la CEDEAO des 2 protocoles sur la gouvernance, la paix, etc., et les élections. Je veux parler de la charte africaine sur les élections et la gouvernance, qui ont rendu illégaux les putschs. Et malgré cela, les putschs durent encore et perdurent. Les communautés économiques régionales africaines, comme la CEDEAO et autres, ont, face à ces situations, fait ce qu'elles ont pu faire. Et néanmoins, certains ont estimé que la CEDEAO, par exemple, a épuisé ses capacités. Je ne crois pas. Nous avons la tendance dominante, n'y croit pas. Nous pensons également que, outre la question du foncier, il y a une question essentielle concernant la production de l'électricité qui retarde la production agricole et la transformation des produits agricoles sur place. Il a été souligné que nous ne pouvons plus être exclusivement producteurs de matières premières pour les uns et les autres, et que les transformations sur place doivent se faire. Le chocolat, on le produit, mais c'est d'autres qui vont transformer et on vient nous les revendre. C'est une prise de conscience qui a commencé. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont commencé à fabriquer un peu le chocolat sur place, mais il nous faut des capitaux. Donc nous revenons à la même question de capitaux, et cette question nous amène au partenariat avec l'Europe, mais au partenariat avec d'autres au plan bilatéral et au partenariat au plan multilatéral. Je crois que nous avons pensé, en tout cas, qu'une remise en cause, une meilleure coordination de la part des bénéficiaires je ne parle pas des aides, je vais employer une expression de flux financiers à drainer par plusieurs canaux des pays qui sont riches vers les pays qui ne le sont pas. Les flux financiers sont de plusieurs ordres. Il y a, rien qu'au niveau de la diaspora, des facilitations pour que ceux de la diaspora, on appelle la diaspora des Africains qui ont émigré ailleurs, qui ont réussi ailleurs, soit par le travail salarié, soit par l'initiative privée, et qui, attachés à leur terroir, envoient de l'argent dans leur pays. Ensuite, il y a des non-africains et des Africains qui ont réussi hors du continent africain et qui doivent venir pour investir dans leur pays sur le continent africain. Si la gouvernance ambiante n'est pas propice, ils ne seront pas attirés. Donc ce sont là des questions qui sont récurrentes. Ce sont là des questions dont nous estimons que les gouvernants de ces pays doivent nécessairement se saisir. Et nous terminons par les questions posées par le changement climatique. Les rapporteurs qui m'ont précédé ont évoqué la question, et des COP, les différents COP ont proposé, ont décidé d'un certain apport financier, parce que l'Afrique
est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les grandes conséquences de la pollution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les décisions prises par les différentes COP puissent avoir des faits? Je crois que c'est une question à laquelle les réponses ne sont pas encore trouvées, mais que nous avons besoin d'approfondir. J'arrête mon rapport là. S'il y a des gens qui veulent compléter, merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci. On a fini, non? Moi,